Alors Monseigneur de Masno est naturellement furieux, mais il est obligé de se plier à la décision qui a été prise par l'administration du sanctuaire, et puis il a validé les plans. Donc c'est Espérandieu qui dirige le chantier de la Bonne Mère à partir de 1853. Et ce que je veux vous dire ici, c'est à quel point les deux monuments sont liés. Ce sont deux monuments qui sont quelque part deux sœurs. La Major, c'est la grande sœur, et puis la Bonne Mère, c'est la petite sœur. Et pour filer la métaphore familiale, je vous dirais que ce sont deux édifices qui sont construits de la même chair et du même sang, puisqu'elles sont construites exactement avec les mêmes matériaux. Les pierres blanches en façade sont issues des carrières de Calissane, donc à côté de l'étang de Berre. Les pierres vertes, qui sont les plus foncées, viennent d'Italie, c'est de la pierre de Golfagna, et puis tous les marbres font l'objet des mêmes commandes. Donc ce sont deux édifices du même sang et de la même famille d'architectes. Donc on peut les mettre en perspective avec des photos qui représentent l'extérieur et l'intérieur, deux édifices qui, tout en étant différents, ont aussi de très fortes ressemblances. On retrouve la polychromie en façade, on retrouve l'emploi de la coupole, les mosaïques et tout cet emploi de la dorure qui renvoie au style byzantin, mais également un emploi du style roman avec l'arc plein cintre en façade. Donc une forte ressemblance entre les deux édifices. Et le but qui est clairement énoncé par Léon Vaudoyer pour la Major, et qui naturellement retombe sur la Bonne Mère, c'est de créer un édifice qui fait le lien entre l'Orient et l'Occident. Pour la Major, ça passe par un mélange des plans. Vaudoyer mélange le plan central, qui est par exemple celui de Sainte-Sophie, et qui représente vraiment l'Orient dans l'architecture, avec un plan qui inclut également une nef et une façade qui évoquent tout de suite beaucoup plus la cathédrale occidentale. Donc d'une part des références à Byzance, coupole, mosaïque, style très ornemental, très décoratif, et en même temps des références à la vieille Europe. On peut se demander si c'est quelque chose d'original. Et oui, c'est extrêmement original à l'époque, c'est une véritable singularité marseillaise, parce que les autres édifices qu'on a en tête quand on pense à ce style néo-byzantin éclectique, comme par exemple le Sacré-Cœur à Montmartre ou la basilique de Fourvière à Lyon, ce sont des édifices qui viennent bien plus tard dans l'histoire de l'architecture. Ils arrivent une vingtaine d'années après la Major et la Bonne Mère. Et les grandes églises éclectiques parisiennes, comme par exemple l'église Saint-Augustin dans le 8e arrondissement ou l'église de la Sainte Trinité dans le 9e, ce sont des édifices qui viennent de la décennie suivante. Donc, il y a une véritable singularité marseillaise dans cette idée de construire dans un style éclectique. Ce qui n'était pas du tout évident à l'époque, premièrement parce que ça faisait à peu près 100 ans qu'on n'avait pas construit de cathédrale en France, et puis d'autre part parce que, je vous le rappelle, le style national tel qu'il était défini à l'époque par Eugène Viollet-le-Duc, c'était le style néo-gothique. Et Viollet-le-Duc aurait probablement voulu une cathédrale néo-gothique à Marseille. Marseille qui n'entretient qu'un lien très très faible avec l'architecture gothique. Donc finalement, Vaudoyer et Espérandieu ont suivi une logique qui est très opposée à celle de Viollet-le-Duc. Ils ont employé plusieurs modèles signifiants pour représenter l'identité de la ville de Marseille. Maintenant, la question, c'est de voir quels sont les modèles employés et quelles sont les références sollicitées. Alors, tout d'abord, il y a un lien fort chez Espérandieu avec la notion d'architecture locale. Il écrit dans un article qui est publié dans la Revue Générale d'Architecture de César Daly les phrases suivantes. Tout le monde sait que la forme des monuments d'architecture n'est pas le produit du hasard. La forme naît et se développe sous l'influence des lois et des faits qui sont, premièrement, les lois naturelles qui régissent la création en général et l'homme en particulier. Deuxièmement, le degré de civilisation d'un peuple, sa religion, ses mœurs, ses habitudes. Troisièmement, le climat particulier du pays. Quatrièmement, la nature des matériaux. Fin de citation. Donc il y a ici l'idée d'un nécessaire ancrage de l'architecture dans le paysage de Provence, dans son climat, dans son état d'esprit. On se souvient ici de l'influence qu'a eu cette première église néo-romane de France, construite par Charles Questel à Nîmes, et qui a
généré la volonté de devenir architecte chez Espérandieu. Et ça se reflète dans d'autres édifices qu'il a construits, non pas de son architecture monumentale, mais 4 projets, dont 3 qui ont été construits et un qui est resté à l'état de plan. Il a construit 3 églises de quartier dans un style néo-roman. L'église Saint-Ginier, qui est à la connexion du Prado et de la rue Paradis, l'église Saint-Défendant, qui est proche du parc du 26e centenaire, et puis l'église Saint-Mauron, qui a la joie aujourd'hui d'être quasiment sous le pont de l'autoroute A7 dans le 3e arrondissement. Alors il y a ces 3 projets, je mets ici en perspective l'église Saint-Ginier le plus à gauche, au centre de la diapositive l'église Saint-Paul de Nîmes, donc de Charles Questel, et tout à droite l'abbaye de Sénanque, XIIe siècle. On retrouve vraiment ces formes romanes assez massives, avec des rosaces, un style assez épuré et assez solide. Et il y a un autre projet qui est intéressant, c'est un projet qui n'a pas abouti, c'est celui de l'église Sainte-Baudille de Nîmes. En 1860, la ville de Nîmes ouvre un concours pour construire une église, et Espérandieu, qui aurait bien voulu construire un édifice dans sa ville natale, a participé au concours. Et il avait proposé également un projet éclectique mais d'inspiration romane, qui n'a pas été retenu parce que le jury a préféré sélectionner un projet néo-gothique. Et l'architecte Jacques Hittorf avait critiqué la décision du jury. Je vais vous lire ce qu'il écrit. Et dans ces phrases, on sent bien tous les débats architecturaux du temps et la position particulière d'Espérandieu. Je cite : « Entre 2 projets, l'un étudie en fonction de notre ciel, de notre climat, s'inspirant de la plus pure tradition romane, tout en conservant une note originale et personnelle, et l'autre, pastiche gothique, sans saveur, sans art, sans originalité, et constituant une erreur dans notre pays de soleil, le jury préféra le second. » Donc on voit bien que Espérandieu se trouve du côté de ceux qui défendent le type latin, qui défendent cette architecture romane, cette architecture locale qui est celle de l'histoire de la Provence. Donc, une volonté d'ancrage local, mais et cette volonté d'ancrage local se reflète très bien dans l'architecture de la Bonne Mère. Tout d'abord dans la crypte, j'ai mis une photo d'époque où elle était entièrement dégagée. C'est une crypte entièrement d'inspiration romane. Et puis il y a des rappels très nets de monuments de Provence. Par exemple, dans son clocher, il fait clairement allusion à la cathédrale Notre-Dame d'Édon d'Avignon, qui date du XIIe siècle. On voit très bien ce campanile avec une vierge monumentale qui est montée sur un socle circulaire avec des petites arcatures. Et puis j'ai mis en perspective du transept de Notre-Dame de la Garde celui de l'église Notre-Dame du Thor dans le Vaucluse, qui date aussi de la fin du XIIe siècle. Et on retrouve cet emploi combiné du fronton triangulaire avec une baie surmontée d'un arc plein cintre, avec des colonnes qui sont abriquées. Il y a donc tout un univers architectural qui est local, qui renvoie vraiment au roman provençal. Donc volonté d'ancrage local, mais également volonté d'incarner ce nouveau visage de la ville, porte sur le monde, ce visage d'ouverture sur la modernité. Alors ça passe par un Orient fantasmé dont on a déjà parlé avec la Major, les références byzantines, mais ça passe entre autres par une autre référence signifiante, qui est celle de la Renaissance italienne, et particulièrement d'un édifice qui est Santa Maria del Fior, donc la cathédrale de Florence. Je mets les 2 édifices en perspective. On y retrouve la polychromie, qui est du reste la même que celle de la Major, l'alliance entre un clocher séquencé avec une coupole qui est assez singulière, et puis la physionomie du corps principal de l'édifice, qui présente des terrasses au-dessus des collatéraux, et puis une toiture qui ne couvre que la nef. Et c'est une référence qui rappelle d'abord l'ouverture de Marseille sur la Méditerranée, donc ouverture sur le monde méditerranéen avec l'Italie, mais elle va plus loin, puisque la cathédrale de Florence incarne dans l'esprit de Léon Vaudoyer et d'Espérandieu le principe même de la modernité en architecture. Et je m'explique. La cathédrale de Florence représente le moment révolutionnaire qui initie l'ère moderne de l'architecture.
parce qu'elle cherche à synthétiser les formes antiques et les formes médiévales. Il y a une véritable quête d'alliance entre la science, avec à l'époque de la Renaissance, cette quête de perspective mathématique, d'excellence du point de vue mathématique, et en même temps d'un lien avec les arts. Donc, dans l'esprit d'Espérandieu, la cathédrale de Florence, c'est vraiment le lien entre tradition et innovation. Et la Renaissance, pour Espérandieu, c'est par excellence la grande époque. C'est l'époque qui a su se référer au style du passé, à savoir à Florence l'Antiquité et le Moyen-Âge, mais sans jamais copier un style et sans jamais tomber dans l'esprit de système architectural. C'est là où j'en viens à la réponse à ma problématique. Tout d'abord, Notre-Dame de la Garde, c'est un monument synthèse. Il essaye, par la référence à différents modèles architecturaux, de nous raconter ce qu'est Marseille à ce moment précis de son histoire. Il nous raconte une histoire en utilisant des références architecturales qui ont vraiment valeur de symbole. Il nous dit, regardez, Marseille, c'est la vieille Provence, il y a ce lien avec le style roman. Et il nous dit en même temps, regardez comme la ville est porteuse de cette idée de modernité, du saint-simonisme. Regardez, c'est la porte de l'Orient, il y a des références à Byzance, il y a des coupoles, il y a des mosaïques. Il nous dit, regardez, la ville est ouverte sur la Méditerranée, on fait référence à l'architecture italienne. Et voilà ce qu'est la démarche de l'éclectisme, qui cherche sa modernité dans la fusion de toutes les références. Et il est intéressant de noter ici que cet architecte, qui cherchait à tout prix dans sa démarche éclectique à échapper à la notion de système architectural, il en est finalement venu à réaliser des systèmes symboliques et idéologiques. Et c'est là qu'en fait on rentre dans la notion de modernité en architecture. Cette logique qui est propre à Notre-Dame de la Garde, en fait, c'est exactement la même dans l'école des Beaux-Arts Bibliothèque, dont je vais vous parler maintenant. Dans l'école des Beaux-Arts Bibliothèque, il ne s'agit pas de parler de l'identité marseillaise à titre de symbole, mais il s'agit de parler de la notion de savoir, de connaissance, et d'en réaliser une synthèse, d'en réaliser un monument symbole. Alors, synthèse tout d'abord, du fait de la nature très particulière du bâtiment, puisqu'il s'agit à la fois d'une école des Beaux-Arts, d'une bibliothèque, d'un musée, puisqu'il faut y stocker la collection des médailles de Marseille, et en même temps d'une académie, puisque l'académie de Marseille doit siéger dans le bâtiment. Donc, 4 fonctions. On peut se demander si c'est quelque chose d'original à l'époque, de faire des monuments synthèse. C'est quelque chose qu'on retrouve finalement assez souvent dans le 19e siècle. J'ai mis ici 2 exemples qui sont liés à des monuments de culture, des monuments liés à la connaissance. Vous avez ici le musée-bibliothèque du Havre, qui est inauguré en 1845. C'est une photo ancienne parce que malheureusement l'édifice a été rasé pendant les bombardements de 1944. Et vous avez de l'autre côté le musée-bibliothèque de Grenoble, qui est construit par Charles Questel. On retrouve encore une fois le maître de Vaudoyer, exactement en même temps que l'école des Beaux-Arts Bibliothèque de Marseille, donc entre 1864 et 1870. Alors ces tentatives de fusion de monuments, on les retrouve souvent déjà pour des questions budgétaires dans les villes moyennes ou les villes de province. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément le budget dans ces villes pour construire plusieurs monuments, donc on cherche à centraliser les fonctions. Et puis aussi parce qu'on n'a pas toujours les collections suffisantes en matière de livres et d'œuvres d'art pour créer d'une part un musée et d'autre part une bibliothèque. On préfère créer un grand bâtiment assez prestigieux qui cumule les fonctions que 2 petits bâtiments séparés. Mais je pense que ça va bien plus loin. Ça témoigne d'un certain rapport que le 19e siècle entretient par rapport au savoir, qui est un rapport de synthèse et un rapport d'universalisme. Et ce rapport découle directement de la pensée des Lumières et de la Révolution française. Alors je m'explique. À l'époque de la Révolution, donc en 1789, il y a la nuit du 4 août, et la nuit du 4 août conduit à l'abolition des privilèges et à la nationalisation des biens du clergé, ce qui fait que physiquement, l'État se saisit des abbayes, des édifices architecturaux, elle saisit les collections de livres, les collections d'œuvres d'art, et elle vend les édifices, parfois pierre pour pierre. En 1792, la Constituante adopte la même démarche avec les biens des immigrés,
toutes ces familles nobles qui avaient quitté la France et qui avaient laissé là leur château, leurs richesses, tout ça est également saisi. Si bien que l'État se retrouve avec dans sa main toute une collection de livres, d'œuvres d'art, de tableaux, de peintures, dont on ne sait pas très bien quoi faire et qu'il va falloir administrer. C'est quelque chose qui est renforcé par la campagne d'Italie du général Bonaparte, qui saisit énormément d'œuvres d'art en Italie du Nord et qui les ramène en France. Et ça rajoute encore un fond à toutes ces richesses. Alors comment les gérer, ces richesses? Eh bien ça se fait dans une dynamique véritablement révolutionnaire, une dynamique sociale. Le but, c'est de rendre ce savoir accessible au peuple. Et c'est ce qui conduit à la création des bibliothèques publiques et des musées modernes qu'on connaît aujourd'hui. Avant la Révolution française, les livres, enfin, en grande majorité, et les œuvres d'art étaient détenues soit par les abbayes, soit par les grands seigneurs dans les châteaux. Ça n'était pas accessible au public. Maintenant, il convient de rendre tout ce savoir accessible au public, accessible au peuple. Et ça se fait dans un esprit qui est celui des Lumières, une volonté universaliste et encyclopédique. Et Diderot et d'Alembert, dans leur encyclopédie qui est publiée entre les années 1850 et 1860, parlent de la question des lieux de culture et du musée. Et ils consacrent notamment un article au Louvre. Alors, le Louvre devient un musée avec la Révolution française en 1793, et avant, il abritait les collections royales de tableaux et de sculptures antiques, ainsi que les académies de peinture et de sculpture. Mais ça n'était pas un lieu ouvert au public. Et Diderot et d'Alembert souhaitaient l'ouvrir au public, ils souhaitaient en faire un lieu d'encyclopédie à vocation d'enseignement. Le musée, puisqu'on doit mettre le mot sur cette réalité, doit réunir dans son centre toutes les collections artistiques, scientifiques, historiques, et les organiser autour de ce que Diderot appelle des ateliers de l'esprit humain. Il est intéressant de voir ici, dans cette démarche de l'encyclopédique, il y a déjà un lien très fort établi entre la notion d'école et la notion de musée. De la même manière qu'il y a également un lien très fort entre la notion de musée et la notion d'école. Finalement, quand on ouvre un musée, le but, c'est d'instruire le peuple. Et de la même manière, quand on ouvre une école des beaux-arts, eh bien, il s'agit dans une logique muséale de donner à voir à l'élève des modèles de chefs-d'œuvre anciens, des copies pour qu'il puisse s'en inspirer et lui-même les reproduire. Donc, on a ici une dimension universaliste de l'approche du savoir, et la conséquence de ça, c'est que cette approche encyclopédique de la connaissance conduit à l'idée que tous les domaines du savoir procèdent d'une logique globale et qu'ils peuvent être administrés conjointement dans des lieux qui en font la synthèse. Et c'est exactement ça, la démarche de l'École des Beaux-Arts Bibliothèque d'Espérandieu. C'est un lieu qui est destiné à stocker la connaissance, avec la vocation de conservation des ouvrages, à la rendre accessible au public, vocation de bibliothèque, à enseigner la connaissance, puisque c'est également une école, il s'agit de la transmettre, cette connaissance, et puis il s'agit également d'en discuter, puisque c'est également une académie. Donc c'est véritablement une idée de synthèse. Alors il y a un édifice qui inspire particulièrement Espérandieu quand il décide de construire son monument, c'est celui de l'École des Beaux-Arts de Paris, qui est toujours en activité aujourd'hui, quartier Saint-Germain-des-Prés, qu'on peut voir rue Bonaparte, et qui a été construite dans la décennie 1830 par Félix Duban, à l'emplacement de l'ancien couvent des Petits Augustins. Et c'est le lieu où Espérandieu étudie entre 1846 et 1848, ce qui fait qu'il a un lien intime avec cet endroit. J'ai mis en perspective les plans des deux édifices. À gauche, l'école des beaux-arts bibliothèque d'Espérandieu, et puis à droite, le plan de l'école des beaux-arts de Félix Duban à Paris. Donc on retrouve vraiment un plan qui s'articule autour d'une cour centrale, qui comprend 4 ailes, ainsi qu'un hémicycle. L'hémicycle est traité en façade extérieure par Duban, et puis Espérandieu veut aussi mettre un hémicycle et il le met à l'intérieur de sa cour. Donc, même organisation du bâtiment. Et cette école des beaux-arts de Félix Duban
qu'est-ce que c'est? Quelle est sa logique architecturale? Eh bien, c'est une machine à enseigner par la pratique de la copie. Finalement, si on s'y promenait à l'époque, et on a encore cette impression aujourd'hui quand on y va, c'est vraiment comme se promener dans un musée. C'est-à-dire qu'il y a des salles de moulage avec des reproductions de bustes antiques. Il y a des salles dans lesquelles on peut admirer des reproductions de tableaux, de chefs-d'œuvre de maîtres. Et puis, le plafond des coursives, j'ai mis une photographie à droite de la diapositive, comprend des reproductions de fresques célèbres de la Renaissance. Et cette logique va encore plus loin, dans la mesure où l'édifice inclut dans ses murs des fragments architecturaux d'édifices anciens. Par exemple, vous allez retrouver en face de l'édifice un fragment du château de Gaillon qui est placé en face de la façade principale de l'édifice de Duban. Vous allez retrouver le frontispice du château d'Annay, chef-d'œuvre de la Renaissance française qui a été détruit pendant la Révolution, devant la façade assez sobre de l'église de l'ancien couvent des Petits Augustins. Donc il y a une vocation didactique, une vocation d'enseignement dans l'édifice de Félix Duban, où l'architecture, quelque part, s'efface derrière l'objet qu'elle met en valeur. Chez Duban, le bâtiment est un support pour mettre en avant les copies d'œuvres antiques et les fragments archéologiques. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la première place est donnée à l'arc de Gaillon, qui est positionné devant la façade principale de Duban. C'est lui qui a la belle place. Alors, la dimension didactique, la dimension d'enseignement, on la retrouve dans l'école des Beaux-Arts d'Espérandieu. Et pour s'en convaincre, on peut regarder la façade principale de l'édifice, qui est une véritable leçon d'architecture donnée par l'architecte. Dans sa façade, il inclut dans des niches 10 bustes de grands chefs d'État de toutes les époques, des époques qu'il considère comme des grandes époques de l'architecture, et il y associe en bas-relief, au-dessus du buste, excusez-moi, le monument le plus représentatif du règne de ce personnage. Je vous ai mis sur la diapositive 2 exemples. À gauche, le buste de Périclès, qu'Espérandieu fait correspondre avec le Parthénon, et puis à droite, le buste de Louis XIV, donc l'école française, la grande école française, qui est associée au Dôme des Invalides. Et c'est une leçon d'architecture qui nous est donnée ici, et dans laquelle on retrouve en fait tout l'état d'esprit du système Beaux-Arts dans lequel Espérandieu a été formé entre 1846 et 1848, et dont je vous parlais tout à l'heure. Cette façade, c'est le moyen d'exposer tout un portefeuille de monuments qui constitue le génie de l'architecture occidentale. Et dans la logique de l'époque, eh bien, l'élève doit tout connaître. Il doit connaître les différents modèles du passé, mais il ne doit jamais avoir une approche unilatérale de l'architecture. Il doit toujours garder une vision éclectique de l'art. C'est vraiment ça qui nous est dit dans cette façade. Et on y retrouve exactement les propos de grands architectes du temps, comme par exemple Charles Garnier, qui disait « On n'apprend pas aux élèves à devenir architectes en les confinant dans un style quelconque, pas plus romain que gothique. » Ou Viollet-le-Duc, qui disait « Comment faire comprendre l'architecture romaine et sa structure si nous n'allons pas chercher aux sources étrusques, grecques, asiatiques même. Et plus nous avançons vers l'époque moderne, et plus nous serons obligés de rendre compte de toutes les origines qui ont influé sur les arts. » Fin de citation. Et cette logique, c'est vraiment de tout savoir, de tout connaître, sans jamais se laisser influencer de manière unilatérale. Et Espérandieu le symbolise bien dans sa façade, puisqu'il inclut un alpha et un oméga de part et d'autre de la façade, pour bien marquer cette notion de totalité du savoir. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que le bâtiment lui-même devient l'illustration de ce message. Espérandieu nous dit, regardez les élèves architectes, il ne faut pas se confiner dans un style unique. Il faut connaître à la fois la période antique et puis la période moderne, l'époque de Louis XIV et puis la période grecque. Et lui illustre exactement cela dans son architecture, c'est-à-dire qu'il va construire sa façade principale dans un style Renaissance italienne, en pierre blanche. En revanche, il va construire sa cour intérieure
en briques et en pierre demi-ramasse. C'est une architecture qui réfère beaucoup plus à l'époque du règne de Louis XIII. Et il va réaliser un petit peu partout dans son édifice des morceaux de bravoure d'architecture de toutes les époques. Par exemple, il va construire un escalier Renaissance. Je vous ai mis les coupes des plans d'architectes, l'escalier Renaissance, l'escalier principal que vous pouvez voir à gauche. Et puis il va construire des tourelles d'angle dans la cour en hors-d'œuvre sur trompe, qui rappellent l'architecture du château d'Annay, dont on parlait tout à l'heure, construit par Philibert Delorme, chef-d'œuvre de la Renaissance française, malheureusement détruit pendant la Révolution. Et chez Duban, l'école des Beaux-Arts de Paris, l'école était un outil didactique qui mettait sous les yeux de l'élève les modèles du passé, le plus souvent par l'usage de reproduction, mais allant même jusqu'à intégrer dans ses murs des fragments archéologiques. Et une trentaine d'années plus tard, avec Espérandieu, le bâtiment lui-même devient une illustration architecturale d'une certaine approche éclectique du savoir. Et cette vision idéologique, cette idée de monument-concept, finalement, c'est exactement la même que celle de Notre-Dame de la Garde. C'est juste le concept qui change. Alors, j'en viens à ma conclusion. On a souvent dénoncé de la part de l'éclectisme en architecture et puis de toute la période de l'art académique du Second Empire, un entêtement dans la reproduction de modèles classiques au moment où l'impressionnisme commence déjà à faire basculer l'art du monde du visible vers celui du subjectif, et que finalement l'emploi de tout l'appareil architectural classique avec les pilastres, les colonnes, les frontons, ça date au moment où le modernisme cherche déjà à libérer l'architecture de la forme pour la faire rentrer dans une espèce de noblesse de l'idée. Et on a tendance à voir en histoire de l'architecture une rupture dans cette période, d'une part l'éclectisme et l'historicisme, rupture avec la forme, et enfin on en vient à la noblesse de l'idée dans l'architecture. Et pourtant, avec Notre-Dame de la Garde, comme dans le cas de l'École des Beaux-Arts Bibliothèque, l'architecture relève déjà essentiellement d'une démarche qui est idéologique. Parce que la forme architecturale est déjà ici dominée par ce qu'elle représente à titre de symbole. Et on pourrait bien plutôt voir dans l'œuvre d'Espérandieu une étape dans un mouvement historique qui prend sa source au XVIIIe siècle et qui a peu à peu fait tendre l'architecture vers l'abstraction. Et le passage de l'éclectisme et de l'historicisme vers le modernisme, quand on sort de la forme, c'est sans doute plus quelque chose qui relève de la continuité que de la rupture. Et finalement, mon avis en ce qui concerne le travail d'Espérandieu, je pense qu'il se place un peu au même titre que Baudelaire en poésie, à la frontière du romantisme et du symbolisme. Le XIXe siècle est un monde extrêmement incertain. L'identité marseillaise, elle est en pleine évolution à l'époque où il construit, avec toutes ces dynamiques dont on a parlé à l'époque. Il y a également tout un questionnement sur le savoir, avec les nombreuses découvertes que le siècle fait. Et l'architecte, dans ce monde en plein mouvement, essaye de cerner, de stabiliser. Et il le fait par des bâtiments qui visent la synthèse dans un univers qui est toujours très décoratif, avec beaucoup de dorures, beaucoup d'ornementation. Effectivement, toujours un souci très fort de la forme. C'est une esthétique qui peut rappeler celle de Gustave Moreau, le peintre symboliste, dont j'ai mis le tableau probablement le plus célèbre au centre de cette diapositive, L'Apparition en 1875, un an après la mort d'Espérandieu, et où on retrouve toutes ces références orientales, antiques, médiévales, avec la quête d'une vérité qui est sous-jacente, mais qui n'est jamais vraiment donnée, et que l'œuvre cherche dans un exercice éclectique. Et c'est intéressant de voir que finalement cette démarche est la même que celle de Baudelaire en poésie. Baudelaire publie Les Fleurs du Mal en 1857, donc au moment où on est en plein travaux de la Bonne Mère, et dans un de ses poèmes qui s'appelle Correspondance, il emploie également la métaphore architecturale, la métaphore du temple, pour décrire ce monde dans lequel on est un peu perdu et dans lequel on voit toutes sortes de symboles à dimension très esthétique qui cherchent la fusion des arts. Et je clôturerai cette conférence sur les vers de Baudelaire qui disent « La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y marche à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » J'en ai terminé.